Bonsoir et bienvenue à cette table ronde Aide humanitaire et coopération. Comment ne pas laisser les personnes LGBTIQ+ de côté dans le cadre de la campagne contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. Je m'appelle Lynne Molino, je suis la chargée de l'organisation et de la coordination de la campagne 2024 de la ville de Genève pour le service Agenda 21 Ville Durable. Chaque année, depuis 2013, la ville de Genève propose une campagne de sensibilisation autour de la journée internationale de lutte contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie du 17 mai. Avec le slogan « Genève, ville durable pour tous », la campagne 2024 met un focus particulier sur les enjeux croisés entre droits LGBTIQ+, et le développement durable, et invite à penser l'inclusivité comme condition sine qua non de la durabilité. Les personnes LGBTIQ+ sont en effet particulièrement impactées par le changement climatique et les inégalités sociales croissantes. Des discriminations médicales à la précarité, en passant par les violences scolaires, les inégalités juridiques et les discriminations au travail, les exemples en ce sens ne manquent pas. Pourtant, les personnes LGBTIQ+ sont absentes de la plupart des programmes et politiques de durabilité. C'est notamment le cas des 17 objectifs du développement durable définis par l'ONU dans le cadre de l'Agenda 2030. Alors qu'elles sont, comme je le disais, tout particulièrement concernées par au moins une dizaine de ces objectifs. Les programmes humanitaires et de coopération internationale sont également concernés par ces enjeux et prennent rarement en compte les besoins spécifiques des personnes LGBTIQ+. En 2019-2020, l'ensemble des financements ciblant les communautés LGBTIQ+, représentait moins de 0,35% des financements provenant de fondations à travers le monde et moins de 0,04% des financements issus du gouvernement et collectivités publiques. Comme le rappelle une des affiches de cette campagne, dans le monde, on dénombrait en 2022 69 pays condamnant l'homosexualité, dont 11 par la peine de mort. Dans ce contexte, la Suisse, qui bénéficie d'une meilleure situation en termes de droits et de respect des personnes LGBTIQ+, bien qu'elle soit évidemment encore largement perfectible, a des obligations, non seulement en termes d'accueil des personnes LGBTIQ+ en situation de migration forcée, mais également de soutien au plaidoyer international et d'aide aux projets de coopération. Fidèle à sa tradition humaniste, Genève, siège du Conseil des droits de l'homme, se conforme aux standards internationaux et consacre ainsi 0,7% de son budget à l'aide à la coopération à travers sa délégation Genève Ville Solidaire, qui soutient de nombreux projets, notamment à destination des personnes LGBTIQ+. Reste ce constat qui sera discuté ce soir, les personnes LGBTIQ+, sont très absentes des programmes d'aide humanitaire et de coopération. Comment donc encourager la coopération humanitaire à mieux tenir compte des besoins des personnes LGBTIQ+, notamment en termes d'aide d'urgence? Comment s'assurer que l'agenda 2030 et notamment les ODD 16 et 17 ne laissent pas de côté les personnes LGBTIQ+? C'est ce que les 4 panélistes présents ce soir s'apprêtent à discuter et je me réjouis d'entendre leur expertise et leurs propositions à ce sujet. La campagne contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie se poursuit jusqu'à dimanche. Nous accueillerons notamment samedi 25 mai en clôture de la campagne à la salle Gamma 4 activistes dont les engagements entrecroisent les questions queer, décoloniales, écologistes et de handicap. Et elles viendront nous parler de la puissance des marges, de comment les luttes se nourrissent entre elles et de comment les populations marginalisées, dotées d'une importante histoire de résilience et de lutte, sont force de propositions novatrices face aux défis collectifs de notre époque. Un rendez-vous à ne pas manquer. Vous aurez également l'occasion demain soir d'interroger les luttes pour la nature, les peuples autochtones et les vies trans après la projection du film Uira, The Rising Forest de la réalisatrice brésilienne Juliana Curie au cinéma du Grutli. De nombreux ateliers participatifs offrant des pistes de réflexion tant individuelles que collectives prendront encore place ce week-end, avec notamment des balades urbaines pour explorer le territoire genevois sous l'angle de l'écologie queer et de l'interdépendance du vivant, et des ateliers de couture et de création de sous-vêtements adaptés aux personnes trans, valorisant le recyclage, les savoir-faire et l'empouvoirment, loin de la très polluante industrie textile de la fast fashion. Je vous invite à consulter l'ensemble du riche programme sur 17mai-genève.ch. Sur ce même site web, ainsi ce soir en format papier à l'entrée, vous pouvez découvrir les 10 affiches de la campagne qui proposent un focus sur 10 donc, des 17 objectifs du développement durable de l'ONU et qui s'emploient pour chacun d'entre eux à montrer par des statistiques et informations factuelles comment les enjeux LGBTIQ+ sont au cœur des enjeux de développement durable. Ces affiches ont été construites avec le réseau associatif LGBTIQ+ local et rappellent que la construction d'une société durable ne peut faire l'économie de l'inclusion des personnes LGBTIQ+.
Elles sont gratuites, servez-vous, diffusez-les autour de vous. J'aimerais terminer par adresser évidemment un immense merci à l'ensemble des partenaires sans lesquels ce programme et ses affiches ne seraient pas aussi riches. Le service égalité-diversité de l'Université de Genève, l'Ordre des avocats, les associations Dialoguer, Network, Prismi, 360 avec leur projet Aînés, Mater, Asile LGBT, le MEG, la Ginny Vegas, Noircir Wikipédia, Échappée Randonnée, les bibliothèques municipales, la Maison internationale des associations, ILGA World, l'Alliance Égide, le programme des Nations Unies pour le développement, le festival Everybody's Perfect, le MAH, Avenir Inclusif, le Trans Free Shop et le groupe Santé Genève, ainsi que l'atelier parisien Be Who You Are. Merci encore donc pour leur présence ce soir à Fabien Marianne d'Égide, à Luciana Mermet du programme des Nations Unies pour le développement, à Gaspard Nordman de Prismi et à Gurchaten Sandhu d'Ilga World d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous pour cet échange qui s'annonce riche. Merci également à Yana Kam qui assurera la modération et à la Maison internationale des associations qui nous accueille. Merci et enfin à la délégation Genève-Ville Solidaire qui soutient cette rencontre et un immense merci à toutes les personnes plus invisibles qui se sont néanmoins investies dans la mise en place de cet événement, que ce soit à la technique, à la production ou à l'entretien de ce lieu. Cette discussion sera suivie d'un apéritif offert par la ville de Genève afin de pouvoir prolonger ces échanges de manière plus informelle. Je me réjouis de vous y retrouver. Merci à vous tous d'être présents et présentes et une excellente soirée. Merci beaucoup Lynn pour cette introduction et merci à toi et Guillaume pour l'organisation de cette table ronde. Je ferai les remerciements après. Je vais d'abord me tourner vers vous. Avant de commencer d'ailleurs la table ronde, une petite annonce, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de ces sujets en anglais. Du coup, ça a été un travail pour tout le monde de réapprendre les termes en français. Donc voilà, on va faire de notre mieux, mais peut-être qu'il y aura des anglicismes qui vont sortir et on s'excuse d'avance. Avant de plonger dans la table ronde, je vais présenter chacune des panélistes, à commencer par Fabien Marianne, qui, au fil des 10 dernières années, s'est spécialisé dans la diplomatie et la coopération internationale. Cela l'a amené à gérer des projets dans différents pays en travaillant pour différentes institutions. Poussé par sa volonté d'être un acteur de changement, il s'est particulièrement intéressé, dans toutes ses missions et engagements, aux questions d'égalité de genre, de diversité culturelle et de respect des droits des personnes LGBTQIA+. Actuellement, Fabien est responsable des services aux membres à Égide, l'Alliance internationale francophone pour l'égalité et les diversités, un réseau de 200 organisations LGBTQIA+, dans une trentaine de pays et territoires de la francophonie mondiale. Bonsoir Fabien et merci d'être avec nous. Bonsoir. Je continue avec Luciana Mermet, qui est titulaire de 2 maîtrises en politique publique. Elle est actuellement responsable de l'équipe PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, gérant le partenariat avec le Fonds mondial et soutenant les interventions en matière de système de santé pour les bureaux nationaux du PNUD. Avant d'occuper ce poste, elle a notamment été représentante du PNUD en Bolivie, où elle a dirigé l'assistance électorale stratégique dans le cadre des efforts de consolidation de la paix de l'ONU, dans le pays en réponse à la crise politique de 2019-2020, ainsi qu'à la réponse au Covid-19. Elle a également dirigé le portefeuille de développement et d'innovation au bureau de pays intégrant des plateformes de gouvernance pour des domaines clés auparavant disjoints, notamment l'urbanisation et la santé. Bonsoir Luciana. Gaspard Norman, qui après ses études en sciences politiques et études du développement, a travaillé au sein de plusieurs ONG et travaille actuellement à l'EPER, qui est l'entraide protestante suisse. Son parcours de vie en Suisse, en Bolivie et en Italie l'a mené à se spécialiser notamment en gestion associative et en renforcement institutionnel. Partant du constat que les personnes LGBTQIA+, étaient peu prises en compte dans la coopération suisse, il a fondé en 2021 Prismi, une ONG genevoise qui soutient directement des organisations queer dans le monde. Actuellement, l'ONG soutient différents projets en Équateur, en Bolivie et au Cameroun. Et finalement, bonsoir. Gurchaten Sandhu, aussi Nanu Sandhu, elle est directeur des programmes de ILGA World. Il s'emploie à renforcer et à développer les différents programmes de l'organisation tout en gérant une équipe en pleine expansion. Avant de rejoindre ILGA World, il travaillait au sein de l'Organisation internationale du travail. Il s'y est spécialisé dans la promotion de la justice sociale par le biais d'un travail décent et inclusif pour tous, avec un accent particulier sur l'amélioration des droits et de l'inclusion économique des personnes LGBTQIA+. Il a reçu de nombreux prix pour son travail et a notamment été lauréat du British LGBT Award for Exceptional Inclusion en 2021 et du Pink News Award for Community Role Model of the Year en 2022.
Bienvenue, bonsoir. Alors, on va plonger dans, comme mes feuilles, on va plonger dans cette table ronde qui s'intitule Aide humanitaire et coopération, comment ne pas laisser les personnes LGBTQI+ de côté. On a organisé cette table ronde en 3 parties. On va commencer par la première partie qui sera la question du plaidoyer et de la coopération internationale. Je vais commencer avec toi, Nanou. ILGA World fait beaucoup de travail de plaidoyer pour les personnes LGBTQIA+, au sein des organes des Nations Unies, et notamment lors de différentes sessions du Conseil des droits de l'homme. Qu'est-ce qui est pour toi le plus important dans ces processus? Et est-ce que toi et ILGA World, vous utilisez souvent les ODD, que ce soit les ODD 16 et 17, dont on va plus parler ce soir, ou d'autres, pour appuyer vos plaidoyers? Merci. Tout d'abord, je m'excuse pour mon mauvais français. Et j'ai félicité ILGA World, ou ILGA Monde, félicité la ville de Genève et l'équipe Agenda 21 pour cette excellente campagne et pour inviter ILGA Monde ou ILGA World à participer à cette discussion cruciale sur le ODD. Dans l'espace international et multilatéral, il y a 2 mondes qui existent. Le monde des droits de l'homme, centré ici à Genève, avec les mécanismes de droits de l'homme, le Conseil des droits des hommes, et le monde de développement particulièrement actif à New York, avec un focus sur le ODD. Et donc, l'une des tâches clés de ILGA World, c'est pour créer des ponts entre ces 2 mondes. Cette conversion s'est produite de manière significative au niveau local et communautaire, où les droits de l'homme et le développement prennent véritablement vie. Le processus d'examen national volontaire, le ENV, est un exemple concret. Grâce au ENV, Voluntary National Report, VNR, le pays reportant volontairement le progrès vers le ODD, impliquant divers acteurs, y compris la société civile, bien que les organisations LGBTQ+, soient souvent exclues. ILGA Monde travaille avec ses membres pour s'assurer que les expériences vécues par les personnes LGBT soient incluses autant que possible, malgré les défis posés par la criminalisation. Le pays présente le ENV, le Voluntary National Reports, dans le forum politique de haut niveau, FPHN. Il y a beaucoup d'acronymes dans le système de l'ONU. Partageant leur expérience et stratégie pour la mise en œuvre des ODD. Donc, ILGA World ou ILGA Monde aide les organisations LGBTIQ+, pour engager dans ce processus. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est la sensibilisation de l'importance des ODD dans le processus de ENV, dans le Voluntary National Reporting. Plaidoyer sur le principe inclusif des ODD, ne laisser personne de côté, leaving no one behind, même s'il n'y a pas de référence spécifique aux personnes LGBT dans le ODD. Facilitant les connexions avec des organisations nationales plus larges pour amplifier l'enjeu de personnes LGBT et soutenant la participation des représentants LGBT dans le forum, c'est quoi le forum politique de haut niveau, the High Level Political Forum. Ça passe dans le mois de juin et juillet à New York. Et aussi autres événements liés avec les ODD. Aussi, on a aidé à rédiger les rapports parallèles pour mettre en lumière les questions LGBT non couvertes dans les rapports nationaux. Ces rapports sont utilisés dans le plaidoyer crucial pour engager les États membres lors dans les dialogues interactifs. Après le forum politique de haut niveau, nous collaborons avec les organisations LGBT pour développer des stratégies visant à utiliser les recommandations de ENV pour promouvoir des changements politiques et la programmatique au niveau national. Chaque ODD
est pertinente pour notre travail de plaidoyer dans les questions LGBT, parce que les questions LGBT, pour nous, sont intersectionnelles et notre communauté font face à des défis divers de dévir. Le ODD 5 sur l'égalité des genres est souvent notre point pertinent crucial pour notre cause. Merci. Ok, merci beaucoup Nanou pour tous ces détails. Oui. Le ODD, c'est l'objectif développement durable. Les objectifs de développement durable, voilà. Ouais. Sustainable Development Goals, l'objectif de développement durable. Désolé. Super, merci pour cette question. Et merci Nanou pour toutes ces précisions concernant le travail d'ILGA. Tu parles notamment de l'intégration des questions LGBTQIA+, au sein des pratiques humanitaires et de l'ONU. Fabien, du coup, je me permets de t'adresser la prochaine question, parce que je sais qu'Egide finalise un rapport qui parle de cette question-là, de l'intégration des questions LGBTQIA+, dans les pratiques humanitaires. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui. D'abord, merci de m'avoir invité de Ville de Genève, qui est d'ailleurs membre d'Egide. Donc, Egide dans la tête a été créé en 2019. C'est un réseau de 200 organisations LGBTQI francophones dans une trentaine de pays et de territoires. Et nous sommes basés au Canada, mais nous avons des équipes en France, à l'île Maurice, au Bénin et en Espagne. Et notre mission est de renforcer les mouvements LGBTQI francophones en favorisant la mobilisation et la concertation, en renforçant leurs capacités, en créant des espaces de dialogue sécuritaires et inclusifs, en assurant des ressources en français et en favorisant l'accès à des ressources financières. Donc nous sommes au plus près de nos membres, ce qui nous a amené à nous intéresser à la question de l'intégration des personnes LGBTQI dans les pratiques et les mécanismes humanitaires. Pour y répondre, nous avons travaillé sur un rapport qui a été conçu par Mathieu Cépé, qui est un doctorant à l'Université de Montréal, Michael Arnaud, qui est directeur général d'Egide, Christina Zarowski de l'École de santé publique de l'Université de Montréal et Gabriel Girard de l'INSERM de Marseille à Paris. Et ce rapport, en fait, est destiné au personnel et aux organisations humanitaires intéressés à approfondir ces questions. Et dans ce rapport, en fait, on n'utilise pas la terminologie LGBTQI, qui est la terminologie que nous, on utilise à Egide, mais plutôt dossiers GCS diverses pour plus d'inclusivité pour les expériences dans les communautés locales et du sud de global. Le concept dossier GCS est composé en fait de 3 éléments: l'orientation sexuelle, OS, les identités et expressions de genre, IEG, et les caractéristiques sexuelles, CS. Et il est applicable pour tout le monde. Et en utilisant plutôt la terminologie aussi GCS diverses, c'est en fait une prise en compte de toutes les possibilités en matière d'orientation sexuelle, d'identité et d'expression de genre et de caractéristiques sexuelles. Donc ce rapport, en fait, c'est une revue de la littérature disponible sur les pratiques et les mécanismes humanitaires. Et des contestations ont été révélées qui ont conduit à élaborer des recommandations. Et ces contestations, en fait, ces constatations portent sur 3 éléments. Le lien avec les concepts d'OSCI GCS, le lien avec le niveau socio-écologique et le lien avec le secteur humanitaire. Pour les concepts d'OSCI GCS, en fait, on constate en fait une méconnaissance des groupes qui ont un OSCI GCS divers et en assimilant comme si c'était un groupe homogène, en associant l'orientation sexuelle avec les hommes homosexuels et l'identité et l'expression de genre aux femmes transgenres, ce qui a une conséquence de passer outre les besoins des femmes lesbiennes, des hommes et femmes bisexuels, des transgenres, des personnes intersexuées et des personnes locales et des non-occidentales ayant une identité et une expression de genre non conforme. Il y a aussi, on voit aussi une méconnaissance de la différence, de la compréhension en fait de la différence entre les concepts d'orientation sexuelle, d'identité et d'expression de genre et de caractéristiques sexuelles, et une corrélation entre les discriminations fondées sur l'orientation et les caractéristiques sexuelles et les discriminations fondées sur l'identité et l'expression de genre. Pour le niveau socio-écologique, en fait, on constate que la discrimination est présente à tous les niveaux socio-écologiques, y compris au niveau individuel, et que le manque de contact entre les groupes au CGCS divers et le personnel ou les organisations humanitaires favorise les stéréotypes et l'inefficacité des interventions.
Et le fait que ces groupes soient absents des politiques et de la documentation des organisations porte préjudice en fait à ces personnes, car cela banalise les pratiques discriminatoires et contribue à les perpétuer. Donc les organisations humanitaires doivent donc s'attaquer à leurs politiques et pratiques discriminatoires en adoptant une approche fondée sur la droit de la personne. Et pour le lien avec le secteur de l'aide humanitaire, on constate que les activités humanitaires s'inscrivent toujours dans un cadre dans lequel sont perpétrées des discriminations fondées sur les OCGCS et qui peuvent être amplifiées en cas de crise et par le lancement d'activités humanitaires. Et tous les secteurs de l'aide humanitaire présentent des formes de discrimination fondées sur les OCGCS et l'approche cloisonnée selon laquelle s'opère l'aide humanitaire empêche le partage des pratiques exemplaires. Et donc, pour rendre les interventions plus efficaces, la majorité des outils qui sont étudiés préconisent d'y faire participer les groupes aux OCGCS diverses. Et donc là, c'était un peu les constatations. Dans ce rapport, il y a des recommandations qu'on a élaborées et j'en reparlerai un peu plus tard. Super. Merci beaucoup, Fabien, pour toutes ces précisions concernant l'inclusion. Du coup, je vais passer la parole maintenant à Gaspard et Luciana aussi, hein, parce que c'est la même question un peu pour vous deux, plus ou moins. Pardon, oh là, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pas le micro, c'était ma voix. Mais Fabien parle du manque d'intégration des questions LGBTQIA+, dans les pratiques humanitaires. Et toi, Gaspard, tu fais le lien entre ce manque de considération, finalement, et de connaissances, et tu les lies à un manque de financement. Enfin, ça se répercute finalement sur un manque de financement pour les organisations locales. Donc, je serais un peu curieux d'en savoir plus là-dessus. Et Luciana, toi, tu m'as parlé aussi avec le PNUD comme quoi l'invisibilisation de ces questions LGBTQIA+, peut être utile et peut être un outil pour le PNUD dans un travail de terrain. Donc, est-ce que, Gaspard, tu veux commencer là-dessus ? Voilà. Volontiers, merci pour la question. Et aussi, un grand merci à la ville de Genève d'organiser cette conférence. Je pense que c'est un thème qui n'a pour l'instant très peu été débattu, en tout cas dans le monde de la coopération et l'aide humanitaire à Genève. Donc un grand merci pour mettre ce thème au centre des préoccupations. C'est vrai que c'était très intéressant de voir un peu toutes ces constatations qu'Egide a fait dans le monde humanitaire. Et Prismi, on est plus dans la coopération au développement. Et je pense que les constats sont à peu près les mêmes. On voit que les personnes d'orientation sexuelle, d'identité, expression de genre et de caractéristiques sexuelles font partie, toujours maintenant, de groupes qui sont plus vulnérables. On le voit en termes de pauvreté, qui sont beaucoup plus élevés que dans d'autres groupes de population. Les questions d'accès à la santé, les questions d'accès à l'éducation, au travail, au logement, etc. Ça reste un groupe qui est très vulnérable et pourtant beaucoup de projets très concrets de coopération au développement n'abordent pas ces questions des populations LGBT. Donc en effet, la coopération au développement, selon moi, ne cible pas et je voudrais partir peut-être de deux constats qu'on a pu voir très concrets. Un premier, c'est la voix des organisations du Sud, les collectifs, les organisations LGBTIQ+, qui, dans les pays du monde, peinent à trouver des soutiens internationaux pour soutenir leurs projets très concrets de développement. Quand je les rencontre, ils me disent « Oui, nous, on vient nous chercher peut-être pour travailler sur les questions de VIH, etc. Mais pour d'autres questions plus liées au développement, parce que les personnes LGBTQ+, sont des acteurs de la société, on n'arrive pas à trouver des financements et des soutiens. » Un autre constat, c'est aussi peut-être plus ici, un peu dans les réseaux des ONG suisses, genevoises, etc., où on me dit « Ah, c'est super ce que vous faites, Prismi, travailler avec les populations LGBTQ+. Nous, on ne fait pas du tout ça. Nous, on travaille, par exemple, je sais pas, avec les enfants. » Je dis « Mais les enfants, il y a aussi des enfants LGBTQ+. » Donc, ça montre bien qu'il y a une sorte de déconnexion entre une population et un groupe vulnérable et des pratiques de coopération au développement. Et je pense que vraiment la principale cause de ça, c'est qu'il y a une invisibilisation justement des personnes ayant des orientations sexuelles, des identités, expressions de genre diverses, des ODD. On le voit dans tous les ODD, aucune cible des ODD ne mentionne les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Bon, ça c'est aussi pour des questions politiques, voilà, où on avait besoin de l'accord de tous les pays et beaucoup de pays, ça aurait été une barrière. Mais malgré ça, voilà, on devrait pouvoir quand même travailler avec ces groupes-là. Donc, à mon sens, c'est là où le plaidoyer d'organisations comme les nôtres
à base communautaire LGBTQ+, devraient justement porter leur plaidoyer et s'attaquer, selon moi, à trois principales problématiques. La problématique, la première, c'est ce qui a été mentionné, c'est le manque de connaissances des acteurs et des actrices du développement sur qu'est-ce que c'est que l'orientation sexuelle, l'identité de genre, les caractéristiques sexuelles. Donc, il y a vraiment tout un travail d'expliquer, de faire connaître leur réalité, quelles sont les problématiques qui touchent spécifiquement ces groupes-là. Il n'y a pas besoin de faire des projets spécifiques qui s'adressent à ces populations, mais simplement de comprendre que c'est des populations qui existent, quels que soient les projets, et c'est des gens et des approches qu'on peut développer. Ça, c'est une première problématique. La deuxième problématique, évidemment liée à ce manque de connaissances, c'est celle des financements. Ce qu'on voit chez tous les bailleurs, les bailleurs de fonds, que ce soit des fondations, certaines autorités collectives, les collectivités publiques, et d'ailleurs la ville de Genève, là, je tiens à souligner aussi l'engagement qu'elle a pour les questions LGBTQ+, en Suisse, mais aussi à l'étranger. Mais voilà, mais beaucoup de bailleurs encore n'ont pas de stratégie ou ne demandent pas aux organisations qu'elles financent d'avoir une approche qui prend en compte justement ces groupes de population. Et ce qui fait qu'in fine, les organisations sur le terrain LGBTQ+, ou qui défendent leurs intérêts, n'ont pas accès à ces financements-là. Et enfin, la troisième problématique que je voudrais signaler ce soir, c'est celle aussi d'une certaine vision qu'on peut avoir ici en Occident. Alors, on a mentionné justement toute la problématique LGBTQ+. Maintenant, ici, en Suisse, on sait ce que c'est, on comprend, ça fait du sens pour nous. Mais en fait, ce qu'on peut voir aussi sur le terrain, dans beaucoup de pays, c'est qu'en fait, cette catégorisation, elle n'a pas de sens. Peut-être quelqu'un ne va pas se définir comme gay, il va se définir comme Muxar, par exemple, au Mexique. Et ça, c'est vraiment une vision culturelle aussi sur laquelle il faut combattre. Il faut faire attention parce que justement, si en tant que coopération, on va imposer, on va dire, vous devez, dans les pays du Sud, travailler sur les questions LGBTQ+, tout de suite, on risque d'avoir des mouvements très forts qui nous disent vous essayez d'imposer l'homosexualité chez nous, ça n'existe pas. Alors que de travailler justement avec d'autres catégories qui sont culturellement ancrées, ça permet justement de passer outre et de montrer qu'en fait, c'est des populations qui existent, qui ne s'appellent pas LGBTQ+, partout, mais sous d'autres terminologies. Et par exemple, un de nos partenaires au Cameroun mentionnait, il disait c'est fou parce que moi, il y a 15 ans, alors c'est un pays qui criminalise les relations entre personnes de même sexe, mais on pouvait vivre plus ou moins, il y avait une certaine tolérance. Mais c'est récemment qu'il commence à y avoir une homophobie. Donc ça montre bien que parfois certaines orientations sexuelles, identités de genre, etc., existent sur place, mais seulement qu'elles n'ont pas forcément le label LGBTQ+. Donc voilà un petit peu pour trois constats que je voulais mentionner. Ouais, merci beaucoup Gaspard. Et c'est très intéressant parce qu'on a aussi parlé de ça, du concept LGBTQ+, qui est très récent et qui est très occidental. Pas l'identité de genre, l'orientation sexuelle, c'est vieux comme le monde, on est d'accord, mais le concept est très occidental, donc l'imposition finalement de ce concept-là ailleurs est peut-être pas la meilleure des choses. Et Luciana, du coup, je me permets de me tourner vers toi pour te poser la question du coup de l'utilisation, de l'invisibilisation, c'est dur à dire, des enjeux LGBTQIA+, dans les actions peut-être du PNUD. Et on a parlé aussi du backlash des droits humains. Backlash, il n'y a pas vraiment de terme en français, mais c'est le retour en arrière de droits sociaux acquis. On a vu, et pas seulement que pour les thématiques LGBT, on voit le droit à l'avortement qui est de plus en plus mis en question dans plein de pays à travers le monde, le droit à la démocratie. Voilà. Est-ce que tu peux parler d'abord de tout ça, puis revenir sur le backlash. Merci beaucoup, Yann. Merci. Mais tout d'abord, merci beaucoup, mon français. Je vais faire un grand effort. Ce n'est pas génial, mais j'essaye. Merci beaucoup pour la ville de Genève, ville durable pour toutes. C'est génial d'être ici et je suis ravie de venir au nom du PNUD. Mon collègue est là-bas aussi, donc Alexis va pouvoir complémenter après. Non, mais c'est un sujet très important, je trouve. Et quand tu parlais juste maintenant, Gaspard, sur l'invisibilisation, je pense que c'est très important de nommer. Ce qui n'est pas nommé ne peut pas être reconnu, mesuré, et on ne connaît pas l'impact. Donc, je pense que c'est même s'il y a... à cette époque-là, c'est vraiment, il y a le backlash. Je vais en parler un petit peu sur ça. Il faut vraiment faire un effort.
Je vais me poser un petit peu sur mes notes, mais je vais essayer aussi d'être un peu, pas lire quand même. Mais je voulais juste vous rappeler qu'en 2015, en fait, tu viens de dire, Yann, que c'est assez récent qu'on utilise le terme LGBTQ, et je m'excuse si je l'utilise en anglais. Mais c'est justement en 2015, c'est quand le PNUD, qui est vraiment une des entités des Nations Unies, a co-signé la déclaration conjointe des entités des Nations Unies pour mettre fin à la violence et à la discrimination à l'égard des personnes LGBTQ. Et je pense que c'est important de mentionner ça parce que parfois on oublie un petit peu le rapport avec la Charte des droits de l'homme. Je pense que c'est très important de le dire aujourd'hui ici, du moment qu'on discute ces sujets. Et c'est moi? Oui, je crois que tu arrives à changer de micro. Peut-être c'est ton micro. Ouais, voilà. Alors, c'est une déclaration qui affirme le non-respect des droits de personnes LGBTQ et l'absence de protection contre les abus dont elles sont victimes et la violence des lois et pratiques discriminatoires. Et elle établit, cette déclaration, que ce sont des pratiques, des violations graves du droit international et des droits de l'homme. Et c'est important, ce n'est pas seulement les droits de l'homme, mais aussi le droit international. Et je veux renforcer cet aspect-là parce que je vais revenir sur ce point, sur les responsabilités des États. Je pense que là, c'est important. Et aussi, on faisait référence avant à la ville de Genève, que c'est en fait l'État local. Et c'est important aussi par rapport à ce que Gaspard vient de faire référence par rapport à les pratiques culturelles, etc. C'est vrai parce que, en fait, ce que la déclaration établit en 2015, c'est que les droits de l'homme sont universels. Ça veut dire quoi? Que les pratiques et croyances culturelles, religieuses, morales, les attitudes sociales n'ont rien à voir. Elles ne peuvent pas être invoquées pour justifier des violations des droits de l'homme à l'encontre d'un groupe quelconque, y compris les personnes LGBTQ. Donc, ça, c'est un point important qu'on voulait préciser. Et l'autre point important, c'est que la déclaration rappelle qu'en droit international, les États sont responsables au premier chef de protéger et réaliser les droits humains de tous, de toutes. Donc, la déclaration a fait quelques mesures concrètes et c'est sur ces axes que le PNUD, y compris les Nations Unies, mais surtout le PNUD, du moment le portefeuille que je gère, mais aussi beaucoup de mes collègues au bureau de pays partout dans le monde, on travaille sur 3 axes. La protection des individus contre la violence, c'est-à-dire à travers les poursuites en justice, réparation de victimes. Après, l'abrogation des lois discriminatoires et punitives. Je pense qu'on en va parler aujourd'hui un petit peu sur ce sujet. C'est un sujet qui nous intéresse énormément au PNUD et on voit le backlash qui arrive. Ça, on le voit partout et il faut prendre action sur ça. On t'a entendu, tu nous disais dans ton intro de 62 pays où encore les relations privées consensuelles entre personnes adultes de même sexe sont érigées en infraction pénale et dans 12 pays encore, ou peut-être 10 ou 12 encore, se sont sanctionnés par la peine de mort. La tendance, si l'on veut, est positive. Il y a quelques ans, c'était beaucoup plus, non, des pays qui criminalisaient, mais quand même, il y en a encore un bon nombre de pays. Et finalement, il y a la dimension individuelle, la dimension de protection des individus contre la discrimination. Je vais passer très vite à la question des backlash, parce que ça, c'est un sujet que c'est très... c'est pas intéressant, c'est quelque chose de grave pour nous et on travaille beaucoup. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit, c'est que les libertés des personnes par rapport à ces backlash, on voit des reculs. Oui, on a reculé récemment à l'échelle mondiale et avec des nouvelles législations, on le voit partout, surtout en Afrique, mais pas seulement en Afrique, qui criminalisent les personnes LGBTQ. Et ça c'est par extension. By extension, c'est y compris la défense des droits humains. Donc, c'est vraiment un retour en arrière, comme tu disais, Yann, et l'on voit pas seulement, ça ne met pas en péril
seulement les personnes LGBTQ et leur communauté et organisation, mais c'est aussi n'importe quel espoir qu'on avait avant d'atteindre l'objectif, le ODD, l'objectif de développement durable, de mettre fin à l'épidémie de VIH-Sida, parce qu'il y a une corrélation entre les deux. Donc là, et ce qu'on voit, c'est que dans notre travail d'accompagnement, dans la mise en œuvre de programmes de santé sur le terrain, ce qu'on voit, il y a deux conséquences très néfastes, on dit, ouais. C'est-à-dire les personnes LGBTQ se tiennent à l'écart des services de santé par rapport à ces lois, c'est vrai, et pas seulement des services de VIH-Sida, mais aussi les services normaux. Et d'autre part, on pousse à la clandestinité et on affaiblit les organisations et les agents de santé communautaire qui sont la colonne vertébrale pour la réponse du VIH, tout d'abord, mais aussi pour la santé publique plus généralement. Et il faut noter, et ça je veux le dire publiquement, et c'est très important aussi de le nommer, c'est que c'est une campagne globale des droits, contre les droits des personnes LGBTQ. Elle n'est pas isolée. C'est une campagne très bien organisée, très bien financée par des mouvements conservateurs et religieux bien implantés et qui sont décidés à revenir sur le progrès que l'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, ce sont des sujets qu'il faut discuter, ce sont des sujets qu'il faut mettre sur la table et en faire mieux. Et je voulais juste fermer avec les deux principes par lesquels l'ONU travaille sur ce plan. C'est le do no harm, le principe de ne pas nuire. Je crois qu'on le traduit comme ça en français. C'est il faut éviter de mettre en danger les personnes concernées quand on travaille sur ce plan. Donc, il faut être... C'est un balance very delicate. Il faut trouver un équilibre délicat parce que nous, l'ONU travaille avec les États membres et on travaille aussi avec les communautés. Donc, il faut trouver, tu faisais référence avant, on n'a pas mis le mot LGBTQ parce qu'il y avait des sensibilités chez quelques pays membres de l'ONU, mais quand même, il faut trouver la façon de travailler avec eux. Et je voulais juste vous raconter une petite anecdote, pas anecdote, hein, en fait, ça a été un exemple récent de comment on peut coordonner et intervenir quand ces situations se déroulent sur le terrain. Au Burundi, du coup, on avait déroulé une activité au début de l'année dernière avec des participants à un atelier de sensibilisation organisé dans le cadre d'un programme géré par le PNUD, en lien avec les ONG locales. Et du moment qu'on était en train d'avoir l'atelier, il y a 30 hommes gays qui ont été arrêtés et emprisonnés en chef de promouvoir l'homosexualité, et qui est illégale en fait au Burundi. Finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec les ONG, on a travaillé avec ONU-SIDA, avec l'ONU, avec tout le monde sur le terrain. Et finalement, on a pu libérer les hommes qui, après des interventions concertées. Mais c'est juste pour... C'est pas une théorie, c'est pas quelque chose qu'on lit sur la presse, c'est quelque chose qui arrive tous les jours dans les programmes de développement où l'on travaille. Merci. Merci beaucoup, Lucina, pour ce... Je pense qu'on peut changer de micro parce qu'il saute un peu. Il n'a pas l'air d'être très bon. Merci beaucoup pour ce que tu as dit. Et du coup, on va passer au deuxième axe de cette table ronde, qui est les projets concrets. Donc, c'est très bien de parler de ce qui se passe dans les espaces multilatéraux, de ce qui se passe à l'ONU, de ce qui se passe dans les ONG, mais on a des fois de la peine à se rendre compte du travail concret de ce que fait l'ONU, de ce que font les différents acteurs de la société civile au sein des communautés ciblées. Je vais commencer avec toi, Nanou, peut-être sur les activités d'ILGA World, parce que vous faites aussi beaucoup de travail de terrain et vous avez notamment collaboré avec des activistes au Rwanda, tu me disais, sur un rapport phare sur la mise en œuvre des ODD vis-à-vis des enjeux LGBTQIA+. Est-ce que tu peux nous parler plus de ce rapport et du travail d'ILGA World? Oui, merci. En fait, en 2023, l'année prochaine, on a travaillé avec cette militante LGBT au Rwanda. Et ces rapports visent à mettre une lumière de lacunes dans la mise en œuvre des ODD, en particulier qui concernent la marginalisation des personnes LGBTQ.
Ilga Wild a également facilité la participation de cette militante de Rwanda ou aussi Nigeria dans le forum politique de haut niveau à New York. Cet forum a joué un rôle crucial en tant que la plateforme pour le plaidoyer international LGBTQ avec une participation active de Ilga Monde lors du forum de 2023. De plus, Ilga World a co-organisé un événement parallèle de ce forum, maintenant l'importance de l'inclusion dans la mise en œuvre des ODD. Par ailleurs, Ilga World s'est concentré sur l'initiative de renforcement des capacités et de sensibilisation liées au ODD en 2023. Notamment le lancement d'une série vidéo informative sur le ODD et la publication d'un article introductif sur le plaidoyer en faveur de défenseurs de LGBTQ+. Vous pouvez voir cette vidéo sur notre site internet et sur le YouTube aussi. Ilga Wild a également travaillé dans cette vidéo. Maintenant, sont en anglais et espagnol, mais peut-être on va faire la traduction en français. Ilga Wild a également travaillé à renforcer son engagement après l'ONU concernant l'agenda 2030. En parallèle de cet effort, Ilga Wild a organisé des sessions de renforcement des capacités par les tables rondes, des webinaires pour améliorer la participation des personnes LGBTQ+, dans le lien de ODD. En résumé, cette initiative témoignant de l'engagement de Ilga Monde a fait avancer des droits et d'inclusion de personnes LGBTQ+, dans le cadre de ODD. Super, merci beaucoup pour cet exemple. On va rester un peu peut-être sur le continent africain, parce que je sais que Fabien, toi tu as aussi des... Égide travaille du coup dans tout le monde francophone et beaucoup en Afrique. Tu me disais ça tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler de différents projets d'Égide en Afrique ? Oui. Donc Égide, c'est peut-être 5 ans d'existence, mais c'est beaucoup d'actions différentes qui sont portées par quand même un dynamisme de ses membres qui répond à une attente forte des activistes LGBTQI francophones. L'idée d'Égide, c'est véritablement une idée d'activistes LGBT francophones qui se sont rencontrés dans une conférence en 2017 à Montréal. Et une des recommandations, c'était vraiment la création d'un réseau tel qu'Égide. Et donc, depuis, en fait, on a mené des actions de renforcement de capacité de nos membres. Nous avons organisé des espaces francophones dans des conférences internationales. Nous organisons une conférence internationale tous les 2 ans, dont la première avait lieu à Genève. Et avec le Fonds Charles Jeudi, nous avons le Fonds Charles Jeudi qui est nommé en fait un hommage à un activiste haïtien qui est décédé, qui était aussi membre de notre premier CA. Nous avons financé 22 projets qui ont touché 10 000 personnes dans 8 pays francophones. Et à l'heure actuelle, avec des organisations locales, parce qu'on travaille vraiment sur le terrain avec des organisations locales, nous menons notamment 3 projets en Afrique francophone. Un qui s'appelle « Pour moi, pour les autres », dont l'objectif, c'est améliorer la santé mentale et le bien-être des militantes LGBTQI francophones en Afrique centrale et de l'Est. C'est pour répondre aux enjeux de fatigue militante et aussi de vouloir renforcer en fait, des organisations qui parfois sont dépendantes en fait, de l'activité de quelques militants. Et si on veut pouvoir s'assurer qu'ils puissent répondre aux besoins des communautés dans leur pays, il faut qu'il y ait des organisations qui sont plus structurées, qui soient plus pérennes et qui ne dépendent pas que d'une ou 2 personnes. Et donc ça fonctionne par de la documentation, la mise de dynamique d'entraide, la mise en place de services d'appui psychologique et de renforcement de capacités dans la structuration. Le deuxième projet, c'est MIWA. L'objectif, c'est renforcer le respect des droits et le bien-être des femmes et des filles LGBTQI en Afrique de l'Ouest. Il y a un constat qui est indéniable, notamment en Afrique, que beaucoup d'organisations ont trouvé des financements grâce à la lutte contre le VIH, ce qui marginalise d'une certaine façon les organisations de femmes et de filles LGBTQ et qui sont pas forcément, qui ont du mal à trouver des financements, qui ont du mal à se structurer et de se mettre en place. Et donc ce projet un peu répond à cet enjeu. Et en plus, il
il peut connecter avec les enjeux de différentes actions qui sont mises pour les femmes et les filles par des organisations internationales sur les questions d'entrepreneuriat, sur des questions d'émancipation. Et donc, c'est de faire finalement en avant le fait qu'il y a des caractéristiques et des spécificités pour des femmes et des filles LBTQ, pardon. Et donc voilà. Et donc c'est ça, et donc c'est de la sensibilisation, de la documentation, des formations, aussi du plaidoyer auprès d'organisations internationales, auprès de bailleurs de fonds, pour leur dire qu'il y a des spécificités qu'on peut intégrer sur des enjeux d'émancipation des femmes et des filles, aussi cette spécificité des femmes et des filles LGBTQ. Et le troisième projet, qui est tout nouveau d'ailleurs, qui est la résilience des mouvements LGBTQI en Afrique du Nord. En fait, c'est des financements en cascade pour des actions qui sont menées par nos membres locaux d'Afrique du Nord, avec un focus sur les questions de sécurité et de bien-être, et un appui aux stratégies de concertation régionale, parce qu'on a pu voir qu'il y avait déjà beaucoup de volonté de concertation régionale dans les pays, en Algérie, en Tunisie et au Maroc, mais il y a toujours eu certaines difficultés, notamment le contexte difficile et le fait qu'il y a toujours des problématiques de financement et de comment le financement d'ailleurs arrive dans ces pays. Et donc c'est aussi ça de répondre à ça et puis de permettre de pérenniser quand même une source de financement et des ressources financières pour ces organisations, et puis pour être mieux structurées. Et l'avantage aussi en Afrique du Nord, c'est qu'il y a des grosses organisations qui font déjà des actions qui sont assez importantes, mais qui sont menacées dans un contexte qui est difficile, notamment un recul des droits, et notamment en Tunisie, par exemple. Et donc voilà, ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Et c'est quelque chose que vous partagez un peu tous, hein, c'est tous et toutes, le renforcement des organisations locales, plutôt que d'implémenter quelque chose qui vient de l'Occident, de donner de l'argent plutôt à des acteurs locaux qui connaissent mieux le terrain, qui connaissent mieux la population et qui sont plus à même d'aider les populations locales. Est-ce que Gaspard et Luciana voulaient aussi parler de projets tu peux y aller, Luciana. Non, merci, mais c'est un sujet qui m'a passionnant. En fait, oui, en fait, au PNUD, on travaille notamment avec les gouvernements, n'est-ce pas? Parce que nous, on pense à l'ONU et généralement, on travaille avec les États membres. Mais on a fait des efforts énormes au PNUD pour avoir des rules and regulations qui puissent faire en sorte de pouvoir travailler avec les organisations de la société civile. Je pense que c'est très important de nommer quelques exemples juste pour vous donner un petit peu l'éventail de toutes les choses qu'on fait. En fait, on est dans 170 pays et on travaille de la main avec beaucoup de ces partenaires. Mais il y a quelque chose qu'on a, je pense, fait les dernières 10 années peut-être, qu'on appelle low value grants. Ce sont les subventions de petits, comment est-ce qu'on dit low value, ouais, de petits montants, et pour travailler pour gérer la compétition entre les organisations de la société civile. Donc il y a un projet récemment qu'on a on travaille partout avec 44 organisations. Ça s'appelle l'initiative Scale, donner de l'échelle, n'est-ce pas? Donner un peu de la voix, de projeter la voix des organisations qui parfois n'ont pas la voix pour pouvoir travailler. On est partout. En fait, je ne vais pas nommer les pays, mais ce sont 21 pays, 44 organisations dirigées par des populations clés qui comprennent souvent les groupes LGBTQ. Et le cible de ce projet, c'est vraiment travailler avec lutter contre les lois, les politiques et les pratiques discriminatoires et criminalisation du VIH. Après, on a travaillé aussi du point de vue du plan de regulatory frameworks, or policy environments. C'est les espaces des politiques. Et ça, c'est très important du moment que je nommais avant. En 2023, en avril, en fait, en collaboration avec le Fonds mondial, ONU-SIDA, la société civile, les groupes LGBTQ et le PNUD, tous ensemble, on a contribué aux efforts, les efforts qui ont été heureusement fructueux pour la législation des îles Cook, pour dépénaliser les relations sexuelles consensuelles entre hommes. Donc, ce sont des conquêtes qu'il faut, embrace, il faut les célébrer, mais il faut continuer quand même.
Et après, on travaille bien sûr dans des plans différents. On travaille avec les parliamentarians, beaucoup sur ces aspects. Au Pakistan, par exemple, c'est un contexte assez difficile pour travailler ces sujets. Le PNUD a intégré les questions LGBTQ dans un projet électoral. Donc, on essaye de trouver des angles différents pour travailler sur des sujets importants pour nous. Et je voulais juste mentionner aussi qu'il y a des projets qui font un peu, qui tracent, trailblazers, ouais, qui laissent une marque, quoi. Et après, les autres régions continuent. Et en fait, en 2014, moi, j'ai commencé aux Caraïbes, ce qui a commencé en Asie-Pacifique, et je suis très ravie de vous raconter un petit peu ça. C'était le projet, en anglais, c'était Being LGBTI in a region, in Asia Pacific, et après on a eu le BLIC, c'est Being LGBTI aux Caraïbes. Et c'était vraiment une question d'identité, mais surtout de travailler sur tous les plans que j'ai décrits avant. Et surtout, l'Asie-Pacifique a été énormément important parce qu'il a travaillé pour travailler sur les politiques de protection sociale des transgenres en Inde, en Thaïlande et en Pakistan. Ce sont des pays très difficiles pour travailler ces sujets-là. Et la réforme de la loi sur l'identité de genre en Thaïlande a été originée par ce projet. Et avec ces apprentissages, on l'a fait aussi aux Caraïbes, qui a été les Caraïbes, surtout le anglophone, mais aussi l'autre partie du Caraïbe. C'est difficile de travailler ces agendas et on a commencé aussi. Donc, juste pour dire que du point de vue du PNUD, parfois on a l'échelle de scale, on peut apporter un petit peu le financement, mais on peut apporter aussi les outils, mais notre rôle de convener, la neutralité et le signe de l'ONU, c'est important quand même. Et je pense qu'on est toujours ouvert pour écouter, pour travailler en network, en réseau. Merci. Merci beaucoup. Oui, c'est très intéressant parce que c'est des choses que nous ne savons pas vraiment, hein, tout le travail qui est fait derrière, un peu dans les ombres, un peu de politique de coulisses, nouvelles. ouais. Voilà, c'est ça, un peu en coulisses, effectivement. Gaspard, est-ce que tu peux parler aussi, toi, des actions de Prismi qui sont aussi vraiment dans le renforcement des organisations locales et de ce que tu m'as dit, de la formation aussi beaucoup de personnes locales? Oui, en effet, donc Prismi, c'est une toute petite organisation fondée il y a 3 ans seulement. On est une équipe de volontaires, donc voilà, on est aussi à une échelle beaucoup plus modeste. Donc ce qu'on fait, nous, c'est vraiment un soutien solidaire avec des organisations, des collectifs LGBTQ+, dans différents pays. Actuellement, on est en Équateur avec un partenaire là-bas, aussi en Bolivie et au Cameroun. Alors pour l'Équateur, très brièvement, là-bas, on travaille avec une organisation qui s'appelle Diálogo Diverso, qui vraiment s'est placé comme spécialiste sur les questions de migration et population LGBTQ+, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent notamment du Venezuela, de Colombie, qui passent en Équateur, et c'est des populations qui sont discriminées, qui n'ont pas accès au logement, au travail, etc. Et le projet qu'on soutient, c'est quelque chose de très concret. En fait, on forme avec, évidemment, Diálogo Diverso fait une formation à 30 entrepreneurs et entrepreneuses queer, migrantes, qui, justement, à travers leur petite entreprise, réussissent à pouvoir sortir de la pauvreté et pouvoir avoir des perspectives de vie. Et au-delà de ce fait-là, je pense que c'est un projet qui est très intéressant parce que c'est vraiment aussi un signal de dire que les personnes queer sont aussi des acteurs de la société, des acteurs qui peuvent participer à l'économie d'un pays. Et je pense qu'il y a aussi ce rôle modèle qui est soutenu à travers ce projet. Un autre projet aussi qu'on est en train de développer en Bolivie, c'est aussi, on a mentionné tout à l'heure, les questions d'accès à la justice, parce que évidemment les personnes LGBTQ+ sont souvent victimes de discrimination, de violence, et malgré le fait qu'en Bolivie il y a un cadre légal plutôt favorable, souvent il y a beaucoup de discrimination pour que ces personnes puissent accéder à la justice. Et du coup, très concrètement, on accompagne une 60aine de personnes qui sont victimes de discrimination et violence. On fait aussi la formation avec notre partenaire local toujours des activistes pour que la société civile puisse vraiment aussi prendre ce rôle de défenseur des droits. Et évidemment, la question de sensibilisation aux acteurs du système de police et de la justice pour qu'elles
puissent respecter les cadres normatifs qui sont déjà en place. Et puis enfin, très rapidement, au Cameroun, on soutient, c'est un projet très concret, où on soutient 5 personnes qui sont actuellement en prison à cause de leur identité de genre ou leur orientation sexuelle. Et du coup, on apporte une aide judiciaire pour les faire sortir de prison. Donc voilà, donc nous, notre rôle est vraiment très concret, sur des impacts très limités dans des projets de coopération. Et notre rôle, c'est ça, c'est vraiment de faire un peu ce lien entre ces organisations sur place qui peinent à avoir du soutien et des collectivités, des fondations, des personnes comme vous et moi qui souhaitent soutenir un petit peu justement la communauté queer dans le monde. Donc voilà. Et encore une fois, le renforcement de capacité pour nous est très important pour que ce soit vraiment les organisations locales qui puissent accomplir le travail et les missions qu'elles se sont données. Merci beaucoup à toi et à vous 4 c'est très intéressant tout ce travail que vous faites dans le renforcement, comme tu dis, des organisations locales, parce que c'est elles qui ont la légitimité plus que d'autres acteurs étrangers de travailler sur place. On va finir sur un axe pour voir vers le futur, ce qu'on peut voir vers l'avenir un peu de comment mieux protéger les personnes LGBTQIA+. Fabien, Gaspard et Nano, vous êtes les 3 représentants de la société civile. Donc, je vais un peu vous poser une question en commun. Luciana, un peu après en tant que représentante de l'ONU, qui est très importante aussi. Nano, est-ce que tu veux commencer avec ce que sont des recommandations ou quelque chose qui te tient à cœur? Merci. Lucienne, elle a parlé de ce problème avant aussi. Ce problème-là qui est plus présente auquel nous sommes confrontés, la résistance implacable et l'attaque lancée par le mouvement anti-droit et anti-genre à tout niveau de la société, le niveau local, ici à Genève, le niveau national dans tout le Suisse, régional dans l'Europe ou international. Sur la scène mondiale, nous assistons à l'engagement des organisations de la société civile locale dans l'espace multilatéral ou international. Nous s'efforçons de résister à l'érosion de progrès durement acquis vers l'égalité des genres. Cependant, nous voyons également des États membres remettre en question et contester une langue inclusive qui promeut l'égalité et la non-discrimination. Des mots comme genre sont sous surveillance dans la résolution du Conseil des droits de l'homme, avec des appels à langue spécifique concentrant uniquement sur les femmes et les filles. Tout en montant le concept vital d'inclusivité pour tous. Le mot all women ou tous femmes, c'est une problématique, le mot tous et tous, c'est surveillance, c'est un mot sur attaque. Dans ce paysage tumultueux, une phare d'espoir réside dans le domaine du développement, de la justice économique. C'est dans cette arène que nous pouvons monter une défense robuste contre la langue des droits de l'homme. De plus, notre réponse à ces défis doit être pluridimensionnelle et collaborative. Nous devons unir pour notre effort au niveau local, national, régional et international. En conclusion, le chemin pour nous, il y a beaucoup d'obstacles, mais si on reste ensemble pour une action concrète et solidaire, nous pouvons surmonter les défis posés par le mouvement anti-droit et anti-genre. Si on reste ensemble, au délai de frontières et des dialogues en défense des droits de l'homme et de l'égalité pour tous. Merci. Merci beaucoup. Oui, c'est très, très vrai, ce mouvement anti-droit dont tu parles. Gaspard, est-ce que tu veux donner aussi, toi, un peu quelles sont les recommandations que tu ferais personnellement ou en tant que Prismi, ou voilà, ce qui est le plus important pour toi ou le plus nécessaire aussi plutôt? Alors,
pour parler d'un milieu plus spécifique, qui est celui de la coopération-développement, pour moi, un mot-clé, d'ailleurs qu'on entend un petit peu dans toutes nos interventions, c'est la question du partenariat. C'est, du coup, dans un premier temps, travailler avec les organisations locales, parce qu'on voit que s'il y a des problèmes d'invisibilisation, les premières personnes qui vont pouvoir parler des réalités des personnes ayant une orientation sexuelle, une identité, expression de genre différente, c'est justement ces organisations locales qui sont sur le terrain, qui sont impliquées dans tous les jours avec ces populations-là. Donc c'est vraiment aller vers elles, leur poser des questions, leur demander quelles sont les réalités. Ça peut être, tous les acteurs du développement peuvent facilement le faire. Je ne sais pas s'il y a un projet qui travaille sur les questions de santé ou d'éducation, c'est juste dire, voilà, est-ce que vous avez des populations dans vos bénéficiaires, etc. Donc c'est vraiment aller vers les organisations locales, renforcer leurs capacités pour qu'elles puissent aussi, tu mentionnais tout à l'heure, il faut nommer, il faut visibiliser pour vraiment les prendre en compte. Et ça passe justement par le renforcement des capacités qu'on fait un peu tous aussi ici. Une autre recommandation, ce serait plus pour les bailleurs de fonds. Maintenant, dans tous les demandes de fonds qu'on fait, que ce soit auprès de la ville de Genève, auprès de fondations, il faut qu'on puisse démontrer l'approche genre. Ça fait déjà plusieurs années qu'on doit expliquer comment dans les projets on prend en compte les filles, les femmes, etc. Et une recommandation toute simple, ce serait d'étendre un petit peu cette analyse aux questions d'orientation sexuelle et identité, expression de genre, pour simplement voir quelles sont les réalités et comment nos projets peuvent ou ne pas forcément concerner ces populations-là. Donc c'est quelque chose de très concret. Et une autre recommandation, ce serait aussi les questions des données. On l'a déjà mentionné aussi. C'est quelque chose qui vraiment fait défaut. Donc ça, évidemment, à différents niveaux, que ce soit une petite ONG ou une agence des Nations Unies, peut participer à créer des informations. Alors évidemment, ça pose plein de questions parce que c'est des données très sensibles. Dans certains pays, des personnes qui donnent des informations sur leur identité ou sur leur orientation sexuelle peuvent être réprimandées par derrière. Donc il faut bien se poser les questions, prendre des données, mais quelles peuvent avoir les implications concrètes derrière. Ça pose aussi la question de savoir, est-ce qu'il y a des standards globaux ou est-ce qu'on LGBTQ+, c'est une question qui s'applique partout, ou alors il y a des réalités locales, comment les prendre en compte pour les donner, tout ça, c'est des questions assez importantes. Et enfin, je pense que c'est aussi une implication un peu morale qu'on a chacun et chacune d'entre nous, c'est une prise de position pour ces questions-là, dans des pays notamment où l'orientation sexuelle ou l'identité de genre est criminalisée. C'est aussi pouvoir le dire, comme tu disais, il faut pouvoir dire les choses pour les nommer. Je pense que c'est important. On a vu par exemple la Banque mondiale qui, suite à l'adoption en Ouganda l'année passée d'une loi très discriminatoire contre les personnes LGBTQ+, a décidé de se retirer du pays. Je n'ai jamais cru que j'aurais félicité la Banque mondiale, mais disons, je pense que c'est aussi une position qu'on peut avoir en tant que petite organisation, en tant qu'agence des Nations Unies, pour dire on n'est pas d'accord avec certaines choses. Et je pense que c'est aussi notre responsabilité de travailler ensemble, comme tu l'as mentionné dans ton exemple, face à ce backlash, à ce recul, de pouvoir vraiment ensemble faire un poids contre ces mouvements-là. Merci beaucoup Gaspard pour tout ça. Fabien, est-ce que tu veux également parler des recommandations? Je sais que tu as des slides, je crois que c'est tout super, fantastique. Donc moi, je vais revenir un peu sur le rapport, sur l'intégration des questions OCJGC dans les pratiques et les mécanismes humanitaires. C'est à peu près les idées qui ont été déjà présentées un peu au préalable. En fait, il y a 21 recommandations dans ce rapport qui concernent en fait 5 actrices, les organisations défendant les questions d'OCJGC diverses, les organisations humanitaires, les bailleurs de fonds, les gouvernements nationaux et les organisations internationales. Et donc pour les organisations défendant les questions d'OCJGC diverses, donc en fait, c'est de concevoir et mettre en œuvre des formations sur les questions d'OCJGC diverses dans le contexte humanitaire, d'encourager les initiatives de mentorat menées par les personnes concernées et les organisations les représentant, et favoriser l'établissement de relations à long terme avec celles-ci, que ça ne soit pas quelque chose de... Enfin, juste pour un moment, il faut vraiment que ça soit vraiment dans un temps pour que les enjeux puissent être compris. Faciliter la création de groupes d'entraide sur ces questions
et qui vont permettre en fait de pouvoir créer des espaces sécuritaires pour les personnes concernées. Pour les organisations humanitaires, c'est nommer des personnes ressources qui connaissent ces enjeux, former le personnel et les partenaires sur ces questions, et identifier des personnes et des organisations de personnes concernées et leur donner les moyens d'agir. Parce que c'est bien de pouvoir, c'est bien d'aider des organisations qui sont concernées directement et de permettre de renforcer leurs capacités pour pouvoir agir quand il y a des situations auxquelles ils doivent faire face. Donc, comme je disais, créer des espaces sécuritaires, intégrer la question de l'inclusion dans l'élaboration des plans et des stratégies humanitaires, et intégrer les questions de CGCS diverses dans l'ensemble des services et des secteurs, tenir le personnel et les partenaires responsables du respect des droits de la personne et des principes humanitaires. Pour le bailleur de fonds, la grande question, c'est l'argent. Les organisations ont besoin d'argent, et particulièrement les organisations qui représentent des personnes marginalisées. Donc, c'est vraiment soutenir des organisations engagées sur des politiques et des procédures non discriminatoires, dédier des financements à des interventions et à des partenariats axés sur les questions de CGCS diverses. Pour les gouvernements nationaux, c'est promouvoir, adopter des politiques antidiscriminatoires, promouvoir et faciliter l'inclusion des groupes aux OCGS diverses au sein de la population, assurer la représentation des groupes aux OCGS diverses dans les politiques et activités humanitaires. Et pour les organisations internationales, c'est créer des forums régionaux internationaux pour diffuser les pratiques exemplaires, parce qu'il y a des pratiques exemplaires et souvent il y a des problématiques de visibilité quand on parle dans des populations qui sont marginalisées ou qu'on n'a pas forcément conscience. Il y a quand même des choses qui sont faites à petite échelle, de fois à plus grosse échelle, mais il faut le connaître. Et donc plaider aussi en faveur de réformes pour lutter contre les discriminations dans le pays d'accueil, financer des interventions à plus long terme visant à obtenir des effets transformateurs. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est que ce soit dans les constatations ou dans les recommandations, c'est vraiment la nécessité d'établir des relations avec des groupes de personnes concernées et d'avoir un partenariat durable qui permette parce qu'en fait, finalement, ce sont eux les interlocuteurs primordiaux afin de prendre en compte l'étendue de ces questions dans les pratiques humanitaires. Voilà. Super, merci beaucoup. Et là, il y a plus d'informations si jamais pour oui, le d'ailleurs. rapport, hein. Donc on n'a pas encore vraiment fait le lancement officiel de ce rapport. Ça sera dans les prochains mois. Et donc le principal auteur, c'est Mathieu Sémet. Donc c'est son adresse courriel si vous avez des questions. On pourra en parler plus tard pendant le... Super, voilà. Merci beaucoup. Et Louisiana, je vais te donner le mot de la fin, soit une question un peu difficile. Voilà, tu as la question un peu difficile. Donc, comme tu dis, tu travailles pour le PNUD des Nations Unies. Quid du coup des ODD? Parce que c'était la vision 2030. Est-ce que leurs objectifs vont potentiellement pouvoir être atteints d'ici à 2030, même si ce n'est pas forcément des objectifs, mais une vision globale pour les 15 prochaines années? Et puis, donc, est-ce que tu penses que le bilan est positif? Et quelle devrait être la vision 2040, 2045, 2050 de l'ONU, selon tout, si l'on voilà. est là. Ouais. Ouais. Non, mais merci beaucoup, Yann. Je suis ravie d'être dans ce panel. C'est vraiment très intéressant, tous les exemples qu'on a entendus aujourd'hui. Mais alors, en français. Bon, d'abord, les mauvaises nouvelles, non? Malheureusement, la trajectoire actuelle n'est pas bonne, non? Il faut être réaliste et comprendre qu'on a juste que 6 ans pour atteindre, merci, pour atteindre les objectifs. Et ce qu'on voit, au moins pour le ODD numéro 3, que c'est sur la santé, on ne va pas mettre fin à l'épidémie de sida d'ici à 2030, même si on a les outils, même si on a la technologie, même si on sait comment le faire. Alors, c'est ça la question. C'est une question morale, enfin, du coup, non? Et donc, les effets en cascade qu'on voit de ces polycrises, c'est vrai, la Covid, les guerres, toutes les crises imbriquées que l'on a aujourd'hui engendrent un retour en arrière. Et ça, c'est très malheureux. Et aussi, ce qu'on voit, il faut le dire, c'est un super election year. On aura beaucoup d'élections cette année au monde, et surtout dans les pays importants qui font des décisions importantes pour la santé publique du point de vue global.
Et la perspective n'est pas très positive, en fait, pour les decision makers, ceux qui vont faire des politiques qui auront des impacts pour les financements qui seront disponibles pour tous les réseaux qu'on vient de discuter aujourd'hui. Donc, je pense que dans un scénario tel que le scénario qu'on a devant nous, il y a des choses que définitivement il faut faire. Moi, je suis une optimiste et je pense qu'il faut avancer et il faut continuer à travailler sur le plan des agendas que l'on travaille au niveau local, au niveau communautaire, au niveau des organisations internationales, au niveau des gouvernements. Je pense que le gouvernement, aujourd'hui, on n'a pas trouvé une meilleure façon de traduire les besoins que l'on a comme citoyens qu'à travers des politiques publiques. Donc, il faut travailler encore avec les gouvernements et faire des politiques, en fait, qui puissent bouger un petit peu les aiguilles. Juste pour vous partager le point sur les données que Gaspard et tous ont fait aujourd'hui, il faut avoir meilleures données, il faut faire, avec des meilleures données, on aura de visibilité. Le rôle de PNUD, mais aussi d'autres entités des Nations Unies, c'est de créer des espaces, des outils, des mécanismes, des fora, des espaces régionaux, globaux, etc., pour en discuter ces données. Et c'est une chose que l'on fait à l'ONU et je trouve qu'il faut continuer à le faire. En 2015, le PNUD a commencé à faire un indice d'inclusion LGTBI. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas quand les ODD ont été lancés il y a quelques ans. Donc, en 2015, en fait, on a commencé, du moment qu'on commence l'agenda, on a dit il faut avoir quelque chose qui donne de visibilité. Donc ça, c'est une agenda que l'on continue à travailler. Il y a 51 indicateurs, il y a beaucoup de données là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut le traduire dans des politiques et dans le travail pour que d'autres puissent s'appuyer sur ce travail. Il faut aussi trouver des causes pour célébration, pour célébrer. Et en fait, je voulais annoncer, ici, Nanou l'a sort of suggested, mais cette année, pour la première fois, je pense, mais tu me corriges, Nanou, si ce n'est pas vrai, le PNUD et ILGA World ont lancé ce mois-là les International Pride Awards. C'est la première fois qu'on aura des prix internationaux Pride. Oui. Et les premiers lauréats seront annoncés en novembre cette année en Afrique du Sud lors de la conférence mondiale de l'ILGA. Et c'est très important de faire ça parce que c'est du moment qu'on trouve les succès et on raconte les histoires des héros LGBTQ, donc on peut empathize. C'est une question aussi de compassion, quoi. Il faut apporter un petit peu de humaniser un petit peu les histoires aussi. Ce n'est pas toutes les données, les statistiques, etc. Du coup, les statistiques et les ODD sont très importants aussi parce qu'ils nous donnent un framework. Ils nous donnent quelque chose par rapport à quoi on peut avoir un standard et un sens de direction. Donc ça, je trouve que c'est très important. Et pour finir, il faut continuer à... Moi, il y a beaucoup d'années que je travaille avec l'ONU. Je suis une multilatéraliste dans le cœur. Je ne peux pas l'éviter, excusez-moi, mais aussi je crois très vividement à la politique publique. Je crois qu'elle peut faire des transformations importantes. Et je crois qu'il faut investir plus là avec tous les partenaires qui travaillent dans ce sens-là. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne veux pas faire des quotes here, mais John Dewey a dit quelque chose de très important. Et dans je viens de l'Amérique latine et quand j'étais jeune et les démocraties transitionnaient, on était dans des dictatorships, right? Dans les années 80. Et la grande question, c'était comment est-ce qu'on retourne en démocratie? Comment est-ce qu'on raconte notre histoire nationale comme société après les horreurs qu'on a vécues? Et c'est une histoire d'horreur. Ce qu'on vient de raconter, il y a beaucoup d'horreur aussi pour beaucoup de gens, n'est-ce pas? Et John Dewey a dit quelque chose qui a toujours pour moi été très, très important et toujours je reviens sur ça. Le remède au mot de la démocratie,
et davantage démocratie. Donc, les remèdes des mots qu'on a sur les agendas des droits LGBTQ, ça doit être plus de droits. Il n'y a pas de question. Pour moi, c'est noir ou blanc, non? C'est très clair. Donc, je pense que ça, c'est le sens où l'on doit travailler. Et pour le 2045-2050, tu nous demandais, Yann, je ne sais pas où l'on sera, mais je pense qu'il faut toujours pousser un petit peu the envelope. Il faut pousser et on aura un autre compact mondial, probablement. On en commence déjà à en parler sur le post-2030. Et il faudra être beaucoup plus ambitieux, je pense. Merci. Merci beaucoup, Luciana, et merci pour ces mots d'optimisme pour la fin de cette table ronde. Et merci à vous quatre d'avoir été présents et présentes. Alors, on va pouvoir continuer la discussion après, pendant l'apéro, autour d'un jus de pomme ou de plein de choses. Et avant qu'on termine, est-ce qu'on va prendre des questions peut-être du public? Je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. Il y a une question là devant. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions individuelles. Je constate qu'une fois encore, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il y a d'autres mots clés que j'ai entendus ce soir, mais celui-là revient, enfin, à l'évidence, il est là, il trône, comme d'habitude, etc. Et je me demandais, au niveau d'un pays comme la Suisse, dont je connais assez bien l'histoire LGBT, où il y a des associations qui existent, où il y a une fêtière aussi qui s'appelle Pink Cross, etc. Comment est-ce que les associations pourraient contribuer financièrement justement à ce que Prismi, à ce que aussi l'ILGA, etc. Et le PNUD, c'est encore une autre histoire. Et les moyens de faire ce travail dont vous parlez si bien, et surtout sur place, je trouve infiniment plus important que de le faire parachuter comme ça s'est fait pendant des dizaines d'années depuis ici. Voilà, ça c'est pour moi c'est vraiment une question. J'aimerais entendre nos associations ici à Dialoguer à Genève, que je connais bien, je suis un des fondateurs de Dialoguer, mais d'autres associations suisses, et puis en Europe de l'Ouest surtout, où il y a des associations importantes. L'ILGA, que je connais aussi bien de travers son histoire, pour encourager les associations qui sont chez nous, de donner peut-être un tout petit pourcent de leur budget pour, et pas seulement pour l'Afrique, j'ai rencontré l'Afrique, et pour l'Amérique latine, mais aussi par exemple pour l'Europe de l'Est, pour la Russie, etc. Je n'ai rien entendu, ce n'est pas un reproche, hein, sur l'aide dont ces populations-là ont besoin. Et parce que là, dans ces pays, en Russie en particulier, lorsque j'ai commencé à me battre pour la visibilité gay il y a 50 ans, on attendait de l'État une reconnaissance de nous, une visibilité, une reconnaissance. Maintenant, c'est l'État qui écrase les associations et leur droit à la visibilité et leur droit à vivre. Voilà. Donc, pour moi, il y a un retournement de situation que je trouve extrêmement triste. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que, Gaspard, tu veux essayer de répondre à... Oui, alors, très intéressant comme question, évidemment, la question de financement. C'est comme vous dites, c'est toujours le nerf de la guerre. Les associations suisses LGBTQ+, est-ce qu'elles pourraient donner plus à l'étranger? Alors, je ne sais pas, déjà, ces associations, elles luttent elles-mêmes pour avoir des fonds, pour pouvoir mettre en œuvre leurs projets ici en Suisse, qui sont tout aussi importants. Ici aussi, il y a beaucoup de souffrance dans les communautés, je pense notamment aux enfants trans, mais voilà, il y a beaucoup de communautés LGBTQ+, qui sont en souffrance et qui ont besoin du soutien des associations. Après, pour la dimension plus internationale, la problématique actuellement qu'on voit, il y a le gouvernement le Conseil fédéral vient de donner son message sur la coopération au développement et il y a une réduction de l'aide du gouvernement suisse à la coopération internationale.
Donc une partie du budget va être attribuée à l'Ukraine. Alors c'est très bien, les besoins sont aussi très importants en Ukraine, mais du coup, beaucoup d'autres pays vont en pâtir. Et derrière ça, toutes les organisations de la coopération internationale. Donc là, il y a vraiment aussi des choix politiques que, évidemment, nos gouvernements peuvent prendre pour soutenir la coopération internationale en général et aussi sur les questions queer en particulier. Donc oui, on peut faire beaucoup plus ici en Suisse. On a évidemment un pays riche, très riche, où il y a une possibilité de redistribuer cette richesse avec d'autres organisations et des organisations locales dans les pays dits du Sud. Seulement, voilà, c'est des questions de décision politique à faire. Merci beaucoup. Je crois que Fabien a envie de répondre aussi. Je vais ajouter quelque chose parce que nous, on a des membres, enfin, des organisations suisses qui sont membres d'Égide. Et donc, quand même, enfin, notamment Pink Cross. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que déjà, ça montre un engagement à l'international de ces organisations. C'est pas simple pour elles parce que c'est pas forcément leur première action. Mais du fait qu'ils sont membres d'Égide, ils peuvent être mis en réseau avec des organisations d'autres pays, enfin, d'Afrique. Et même, on voit aussi un peu aussi d'Europe parce qu'on voit qu'il y a quand même une méconnaissance des actions qui sont menées. Par exemple en France, sur comment les actions sont menées. Et donc, il peut y avoir un partage d'expérience, au-delà de la question de financement qui est centrale, mais c'est aussi un partage d'expérience, un partage d'expertise sur comment les choses ont été obtenues en Suisse, qui peuvent être intéressantes pour la France, mais aussi qui peut être intéressantes pour le Bénin, même si c'est un contexte qui est différent. Et donc, c'est un peu l'enjeu, en fait. Enfin, l'intérêt pour nous d'Égide, c'est vraiment cette mise en réseau, ce partage d'expérience qui peut avoir... qui peut apporter quelque chose à des organisations, parce qu'en fait, on a des organisations d'un peu partout et qui ont des formes différentes, c'est-à-dire c'est parfois des collectifs jusqu'à des organisations qui ont beaucoup d'argent, et donc c'est ça, donc c'est aussi ça, c'est-à-dire aussi d'avoir un partage d'expérience, un partage d'expertise qui peut être donné à des plus petites organisations dans des pays dans un contexte difficile. Merci beaucoup à vous deux pour ces réponses. Tu voulais dire quelque chose ? Non, ça va très bien. Alors je pense qu'on a encore le temps pour une question parce que là ça commence à faire un peu long. Après voilà, on peut discuter aussi en plus petits groupes. Est-ce qu'il y a encore une question d'une personne qui souhaiterait ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Oui, il y a le micro qui arrive là-bas. Thank you. Merci. Juste un point, est-ce qu'il y a d'autres outils comme le cinéma où on peut prendre les short clips, créer des clips courts, par exemple sur le récent Your Vision Contest qui était gagné par Nemo. Peut-être peuvent aussi utiliser ces exemples locaux, régionaux ou nationaux, au niveau international. Oui, thank you. Est-ce que vous voulez... C'est vrai que Nemo, pour les personnes qui ne savent pas, être une ex-artiste non-binaire qui a gagné le concours de l'Eurovision pour la Suisse il y a 2 semaines, je crois, c'est ça, un concours un peu controversé, mais elle a gagné quand même. Et on a vu des changements politiques au sein de la ville de Bienne, dont Yel est originaire. Donc effectivement, ça peut changer les choses et les politiques. En tout cas, au niveau de Bienne, ça a l'air de faire quelque chose. National, je ne suis pas vraiment sûr que ça change quoi que ce soit, mais on peut rester optimiste. Je ne sais pas si Luciana t'a vu. C'est une façon de faire visibiliser, c'est ça. Et c'est très important aussi de faire tout ça. Je veux bien essayer pour dire, nous on travaille beaucoup sur le domaine de l'activisme. C'est notre recherche, ou notre donnée qui donne les statistiques. Il y a 62 pays dans le monde qui criminalisent les personnes LGBTQ+. Avec cette donnée-là, on a créé, il y a une robe qui est créée avec tous les drapeaux dans le pays qu'ils ont criminalisé. Mais ça c'est une forme d'activisme. C'est pas que le cinéma, pas que les chansons. Les autres, et dans notre conférence cette année, il y a beaucoup, comment on dit, focus sur la question d'activisme
On avait invité les artistes, on a invité les personnes qui créaient le documentaire, qui utilisaient l'activisme pour faire son plaidoyer avant le public aussi. Et nous aussi, ça nous intéresse vraiment la question de l'artivisme parce que c'était un des sujets de notre conférence l'année dernière. Et on voit qu'en fait, il y a une réponse quand même qui peut être positive, notamment avec des documentaires. On a un projet, donc le projet MIWA sur le renforcement, le renforcement des visibilités, la santé mentale et le bien-être des femmes et des filles LGBTQ. Il y aura un film documentaire qui va être tiré de ce projet. Et on voit déjà un intérêt, alors que le film n'est pas encore fini, de pouvoir le diffuser, de pouvoir le montrer en fait à différents publics. Et donc on espère que ça va avoir des conséquences positives sur la situation. Juste Luciana qui voulait revenir là-dessus. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport au activisme, parce que je pense que c'est à travers le cinéma, à travers des différentes instances culturelles, c'est très important de joindre l'activisme aussi avec le policy making. C'est très important pour nous au sein de l'ONU, mais en travaillant avec tous, c'est de chercher les points de jonction entre ce qu'on connaît, les données, par exemple les chiffres, non, les 62 pays. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut faire quelque chose, non? Donc, pour nous, on travaille beaucoup en ciblant les données et les analyses qu'on produit en partenariat souvent, pour en parler avec ceux qui écrivent les lois, ceux qui font les décisions, qui ont un impact évidemment. Et j'écoute les États qui écrasent la visibilité, on le voit d'autant plus maintenant. Donc, comment est-ce qu'on crée des counter-narratives? Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français, mais les narratives qui vont contre cette tendance qui n'est pas la tendance que l'on veut voir par rapport aux droits humains, par rapport aux visibilités. Donc, je voulais juste dire ça. Et je voulais dire qu'en fait, la Suisse, avec les associations et l'associativisme, chez le Sud, les pays du Sud, les pays en voie de développement, on a beaucoup encore à apprendre sur les réseaux des associations. Donc, je vois beaucoup des opportunités aussi pour les associations ici, pour faire le lobby et d'advocacy avec le gouvernement suisse pour continuer à travailler dans ce sens-là. Et c'est dommage qu'il y a eu une réduction à l'aide internationale, mais on comprend aussi que c'est l'esprit du temps, non, maintenant. Nanou, tu voulais finir juste pour un dernier mot, pour ajouter aussi par rapport à l'activisme, c'est important pour travailler pas juste avec les personnes LGBTQ qui travaillent sur le cadre, les thématiques de LGBTQ. C'est aussi important pour travailler avec les personnes LGBTQ, les artistes qui travaillent sur les hautes thématiques par rapport au climat, par rapport à l'immigration, le racisme, les personnes avec des disabilités. Donc, il faut faire le lien avec les autres sujets de développement durable. Super, merci beaucoup. On finit sur la convergence des luttes, donc je ne pense pas qu'on peut finir sur une meilleure note. Merci à vous quatre d'être venus aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à la ville de Genève, Eline et Guillaume et l'agenda 21 pour toute l'organisation.